Bonsoir, il est 20 h, l'actualité en France. Non, je plaisante. Bonjour, bonsoir, c'est Joël Sociologue. J'espère que vous allez bien. Oui, je fais les applaudissements. Voilà, vous m'applaudissez, merci beaucoup, évidemment. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai traîné au lit. Voilà. L'explication de pourquoi je suis en retard. Pourquoi ma coupe de cheveux ressemble à ça? Parce que, évidemment, réveillé en retard, évidemment, vous vous préparez en retard pour tout. Vous devez répondre aux SMS des gens qui vous disent « Hey, tu sors ce soir, tu sors ce soir, tu sors ce soir, parce que tu quittes Paris bientôt, donc je veux te voir. » Et ben forcément, vous vous dites « Bah attends, j'ai pas un live à 15 h. Il est déjà 15 h. Donc voilà, donc du coup, vous finissez par vous préparer à la hâte et vous préparez un live avec une audience respectable à qui vous avez assuré que vous seriez là à 15 h et vous êtes là à 16 h 33. Voilà, moi je trouve formidable. Surtout que les éditions La Découverte nous ont donné une réponse hier à mon mail. Ils m'ont expliqué qu'ils m'enverraient les deux ouvrages que j'aurais demandé pour les préparer et les présenter en live. Donc je vous remercie les éditions La Découverte de me faire confiance malgré mon retard dans ce genre d'émission. Voilà, je suis en retard encore une fois. Et donc on se retrouve et c'est trop cool quoi. Salut CS, CZ, salut Una Soleda, dont j'arrive jamais à dire ton pseudo correctement, j'ai l'impression. La journée de travail commence à 18 h personnellement. Oh ok, trop cool. C'est une grosse édition ça, mais oui c'est une grosse édition, mais je suis trop content. La Fabrique Édition me fait confiance. Anna Mosa, bébé dans mon cœur, à jamais. Anna Mosa me fait confiance. C'est les premiers à nous avoir fait confiance. Nous avons eu récemment Sciences Po les presses. Voilà, genre, je veux dire, merci Sciences Po. Merci Sciences Po. J'espère que mon appel au fait qu'on occupe vos locaux ne va pas me trouver une difficulté. Non, je déconne, je fais pas d'appel aux locaux, je dis juste à Sylvie Rotaillot qu'à un moment donné, les étudiants ont le droit d'occuper ce qu'ils veulent occuper. Hein, voilà, hein, je dis juste ça comme ça. Et ensuite, en plus, là où on est dans le nerf de la guerre, le plus que j'aurais jamais... Mais alors, jamais cru une seule seconde que ça marcherait. J'y suis allé au culot. Eh ben, c'est les éditions La Découverte. Et je remercie les éditions La Découverte, encore une fois, de nous faire confiance, de faire confiance à cette ligne éditoriale, avec notamment Joyeux Sociologue, dit Jimmy Joyeux, hein, c'est mon vrai nom, cherchez pas sur le web, mais aussi, évidemment, à les personnes qui travaillent pour moi, c'est-à-dire moi-même, et moi-même. Voilà, je pense qu'on peut s'applaudir nous-mêmes, hein, voilà. On peut s'applaudir, voilà, c'est incroyable, je pense que c'est important, voilà. Voilà, on peut quand même s'applaudir un petit peu, on a le droit quand même de dire que cette émission gagne en suspense et en public, voilà, que c'est incroyable, les éditions de La Découverte, voilà. Enfin, je veux dire, que demande le peuple. Hier, j'ai eu mon rendez-vous Pôle emploi, je leur ai dit, les éditions de La Découverte vont m'envoyer un ouvrage tantôt. Un ouvrage classique des sciences sociales dans lequel nous allons parler de plusieurs sujets importants. Voyez-vous, j'ai un gros contrat avec... Non, je déconne, je touche pas d'argent là-dessus. Même si j'aimerais bien toucher de l'argent. Mais non, faut pas déconner, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que effectivement, il y a des choses qui se passent qui sont en cours et c'est trop bien. Voilà. Voilà, genre juste merci. Merci de votre soutien, merci de votre confiance, quoi, voilà. Mais voilà, quoi. Ah là là. Mais voilà, du coup, qu'allons-nous lire? Mais oui, tout à fait, CS. Qu'allons-nous lire aujourd'hui? Quelle pépite des sciences sociales nous allons voir? Eh bien, évidemment, vous n'avez pas regardé le planning. Évidemment. Nous allons lire l'ouvrage Contester Parcoursup. Voilà, Contester Parcoursup de Annabelle Alouche, Delphine Espagno-Abadi, deux autrices que l'on ne présente plus. Enfin, si, on les présente puisqu'ils font un travail excellent et que évidemment tout le monde mérite cette présentation. Mais pourquoi je prends au sérieux ce que je dis, bordel de merde? Bref, donc tout ça pour dire qu'on va effectivement présenter ces ouvrages qui sont pour ma part, je trouve,
extrêmement important dans le sillage actuel de l'actualité des sciences sociales, de l'actualité dans l'enseignement supérieur. On s'imagine toujours effectivement que l'enseignement supérieur, c'est toujours la même chose, qu'il y a des individus qui finalement y accèdent plus ou moins, sont paumés, donc ils sont obligés de se réorienter, donc ils sont pas sûrs de réussir dans leur réussite, etc. etc. Sauf qu'en fait, que nenni, voilà, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait, voilà. Je pense... Excusez-moi, je dois répondre à des messages d'une importance capitale. Voilà. J'ai même plus marqué cocktail. Voilà, j'adore. À mon époque, c'était APB. Exactement, c'était APB, voilà, pour les plus anciens. Non, non, je suis pas dans les anciens, s'il vous plaît. Non, effectivement, c'était APB pour moi aussi. Donc, effectivement, admission post-bac. Hein. Donc, une admission post-bac qui a existé pour notamment mettre en place une forme de sélection basée sur les vœux des individus et non pas basée sur les critères sociaux d'appartenance de ceux-ci, même si, encore une fois, on peut revoir ça. Il n'y avait pas de question de région, il n'y avait pas de question. Il y avait juste une seule question, c'est est-ce que votre filière est en tension ou pas? Les filières en tension avaient une dérogation pour mettre en place un système arbitraire, hein, évidemment, mais de tirage au sort. Un tirage au sort qui, je le rappelle, m'a permis de réussir avec un seul vœu, d'aller à l'université de Bordeaux. Mais sinon, tous les vœux étaient hiérarchisés. C'est-à-dire que si vous mettiez, je sais pas moi, BTS pâtissier tout en dessous de la liste, bah, vous n'allez pas en priorité être BTS pâtissier en dessous de la liste, quoi. Voilà, vous allez être autre chose. Oui, en dessous de la liste, c'est le nom du BTS. Souvenez-vous, hein, BTS pâtissier en dessous de la liste. Il existe, j'en suis sûr. C'est prouvé sociologiquement. Mais voilà, priorité dans les universités régionales. Oui, et alors, avec APB, il me semble pas. Ça, c'est un truc qu'a mis en place Parcoursup. Parce que APB, en fait, c'est un piège. Priorité dans les universités régionales pour un simple fait, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas prioritaire en dehors de vos régions. Ils sont malins. Ils sont malins, ces types. Donc voilà, donc ils ont tout préparé. Ils ont tout préparé. Donc voilà, tout ça est fait pour faire ça, quoi. Voilà. Ah là là, mais ouais. Donc voilà, donc on est dans cette logique-là, effectivement. Donc c'est vicieux, c'est assez vicieux. Mais voilà. Mais voilà, donc du coup, tout ça pour dire qu'effectivement, on est dans cette situation où l'université... Pourquoi j'ai Jean-Marie Bigard en fond? C'est dangereux. Oh pardon, désolé, je sais pas pourquoi j'ai Jean-Marie Bigard en fond, c'est terrible. Cette playlist ne veut plus rien dire, hein. Vraiment, mes playlists Spotify, c'est un calvaire, voilà. Mais c'est parce que c'est libre de droit, Jean-Marie Bigard, j'allais dire Le Pen. Oula. Donc voilà, donc nous on va commencer donc le chapitre 1, les conditions de la plainte, la mise en application des réformes dans l'entrée de l'ESR, voilà. Donc ça va être effectivement l'objectif justement de montrer quelles sont ces réformes, comment elles ont été mises en application, qu'est-ce qu'elles instituent dans le monde social et surtout qu'est-ce qu'elles ont fait à l'université, au système universitaire, parce qu'il y a eu plusieurs réformes de cette entrée à l'université, on l'a dit déjà au départ, hein, on avait dit qu'il y avait eu un emplacement, une réforme justement de la sélection à l'université mise en place dans les années 99, enfin en 1999 il me semble, à Paris, donc on avait décidé tout simplement de faire en sorte que les individus allait être trié sur des considérations alors il me semble que c'était de notation, de système de vœux un peu comme APB, et ensuite c'est devenu admission post-bac, je crois dans les années 2000, 2009 peut-être, avec justement cette mise en place, hein, de ces plateformes qui
sont des plateformes algorithmiques. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que comme beaucoup de choses dans le service public, on a fait en sorte justement, on a mis en place justement ce genre de type particulier de système pour finalement d'une certaine manière répondre aussi à un appel d'air, entre guillemets, hein, le fameux appel d'air qu'utilise l'extrême droite pour tout et rien. Voilà, c'est un appel d'air. Genre voilà, les droitards, ils s'imaginent que les gens respirent. Un peu logique pour survivre, hein. Je suis pas biologiste, mais il me semble que pour survivre, il faut respirer. Mais ils s'imaginent donc que, en gros, l'université, effectivement, il y a eu une massification scolaire, il y a eu un appel d'air. Bon, moi j'utilise massification scolaire, hein, c'est le bon terme. Et cette massification scolaire, elle a eu quoi comme effet? Elle a eu l'effet que les gens vont à l'université majoritairement. Voilà, alors peut-être pas majoritairement. En réalité, 80% d'une classe d'âge obtient le diplôme du baccalauréat et c'est entre 48 et 50% de personnes qui vont à l'université et à peu près 40% qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur de premier niveau. Voilà, donc la licence, si vous voulez. Licence, BTS, etc. Ensuite, vous avez les personnes qui ont le niveau master. Là, on tombe plutôt sur des 20%. Et ensuite, vous arrivez à un niveau bien moindre pour d'autres choses. Donc tout ça pour dire que d'une certaine manière, quand on vous présente l'université avec ce côté « oui, il y a beaucoup trop de gens à la fac, etc. », c'est vrai quelque part. Mais en fait, il faut bien penser que de l'autre côté, nous n'avons pas créé de place, nous n'avons pas créé de nouvelles universités. Il y a eu des créations de nouveaux chantiers. Je pense notamment au chantier des années 2010 de la création de l'université Paris-Saclay. Enfin, pas la création, mais bon, vous avez compris quoi. Il y a eu un grand chantier sur cette université. Et PSL, et qu'il y aura PSL. Et vous avez aussi l'université... l'université, le campus Condorcet, voilà, qui a été mis en route dans les années 2019 à Aubervilliers. Vous avez quelques universités qui ont vu le jour, mais vraiment c'est très peu. Je rappelle qu'on est passé quand même d'une population, il me semble, de 200 000 étudiants... non, pas 200... Si, 200 000 étudiants, un truc comme ça dans certaines années, à maintenant 2 900 000. Donc c'est énorme, hein, voilà, on est vraiment dans une somme incroyable d'individus officiellement maintenant. C'est quand même un chiffre énorme. On n'a jamais eu un tel diplôme, un taux de diplomation. Je rappelle qu'en 1970... seuls 7% des détenteurs d'un bac plus 2 sont au chômage. Donc il y a aussi des chiffres comme ça qui sont assez intéressants, hein. C'est de voir quand même qu'aujourd'hui, le chômage suit le cours des individus qui n'arrivent pas à accéder finalement à un niveau de diplôme suffisant pour, non pas leur poste, mais pour prévaloir à justement un emploi pérenne dans une situation qui ne soit pas irrégulière, qui ne soit pas contrastée dans un contexte finalement de précarisation. Voilà. Et là je parle totalement chinois parce que j'adore ça, le mandarin. Non, je plaisante. Bref, j'arrête avec mes improvisations parce que c'est plus joyeux sociologue. Oh là 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 là, c'est terrible, c'est terrible. Des fois, genre j'ai vraiment envie de dire écoutez une seule chose, ne m'écoutez pas. Mais c'est con parce qu'il n'y a plus de live dans ce cas. Voilà. Donc vous êtes là, donc va falloir faire avec, hein, va falloir m'écouter. Comme vous connaissez ma manière arbitraire, évidemment, j'adore le fascisme, d'introduire des sujets. Bon. Donc pour rappel, Joyeux Sociologue, c'est une autoproduction. Voilà, je ne gagne pas d'argent dessus, j'aimerais. Hein. N'hésitez pas à faire des dons, s'il vous plaît. Il vous reste jusqu'au 12 mai pour participer à mon déménagement grâce à des subs et des resubs. Donc, s'il vous plaît, si vous avez une petite pièce, une petite monnaie pour Mediapart, n'hésitez absolument pas à donner pour Monsieur Plenel. Mediapart a besoin de vous, mais surtout Joyeux Sociologue, qui fait un travail remarquable d'édition, d'éditocrate, de pustulocrate. Bref, tous les crates que vous pouvez trouver dans la France, Léa Salamé. Bref, donc là je l'ai très mal fait, mais voilà, vous avez compris, hein, n'hésitez absolument pas à faire des dons ou à me soutenir sur mes réseaux sociaux. Cela aide et contribue à m'aider, puisque des éditions comme la Découverte me soutiennent. Voilà, il fallait le dire, enfin, la Découverte, quoi.
Enfin, je veux dire, il vous faut quoi comme autre nom? Ça s'appelle la découverte. Bref, c'était une petite boutade. Donc, nous allons commencer cette lecture. Alors évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez montrer votre indignation par écrit, dire « Ah mais voyez, sociologue, ça a vraiment changé, hein, maintenant il est trop turbo de gauche », eh ben, n'hésitez absolument pas, même turbo de droite, hein, si vous voulez. Mais n'hésitez pas à commenter, tout simplement, à expliquer dans le chat, ce qui est aussi son rôle, hein, ce que vous trouvez, ce que vous rencontrez dans cette émission, ce qui vous plaît aussi, ce que vous comprenez et ce que vous ne comprenez pas. On ne sait pas tout, et moi aussi je ne sais pas tout. D'ailleurs, je ne sais rien, je suis une espèce de huître. Voilà. Non, je ferai pas la blague de Karim Debache. Bon. Donc c'est parti pour cette lecture. Alors c'est parti pour le chapitre 1, contesté Parcoursup, les conditions de la plainte, la mise en application de la réforme à l'entrée dans l'ESR. Nous nous trouvons, pour les besoins de l'enquête, sur le campus de la Capital Université, à quelques encablures du centre de Paris. Nous ne sommes qu'en novembre, mais en 3e étage du bâtiment Jean Piaget, les enseignants-chercheurs du département de psychologie se réunissent déjà pour préparer le 2e semestre. Comme chaque année, il faut faire remonter les capacités d'accueil de la licence à l'UFR, puis à la présidence. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une UFR, hein, c'est tableau des sigles, hein, faut pas déconner, hein, je le sais plus par cœur. Une unité de formation et de recherche. Voilà. Donc le département de psycho, c'est une UFR par exemple. Le département de sociaux, c'est une UFR, etc., etc. Ils sont tous dans un collège qu'on appelle le collège sciences de l'homme, collège machin, etc. Qui ensuite est remonté jusqu'au collège, au conseil d'administration de l'université. Voilà. Donc là, vous avez eu l'explication un petit peu des différents carcans qui existent de niveau. Et il ne faut pas oublier entre les deux le CFVU, qui est le truc en gros de la vie étudiante et de la formation. Enfin voilà. Dans laquelle il y a pas mal d'élus étudiants normalement. Alors, tout comme le conseil des collèges d'ailleurs. Enfin, il n'y en a pas mal, il y en a 4, me semble. Mais ça peut être ça. Et ça dépend des universités, je crois. Alors, donc il faut faire remonter les capacités d'accueil de la licence à l'UFR, puis à la présidence. Le responsable de la licence, notamment de la première année de licence, la L1, est en congé longue maladie. C'est donc le responsable de la licence qui les fixe au préalable avec l'accord du directeur du département. En gros, vous avez une responsable de chaque année qui existe. Et là, la responsable de la première année n'est pas là. Et donc, il y a le responsable de l'ensemble des licences qui est là et qui prend finalement, avec l'accord du directeur du département, les directives là-dessus. Voilà. Ce dernier a échangé rapidement la veille avec le vice-président de la commission de la formation et de la vie étudiante. Voilà, la CFVE. Voilà, commission formation et de la vie étudiante. Il y a un accord global sur une réduction du nombre d'étudiants de la licence 1 de 700 global, sur une réduction du nombre d'étudiants de la licence 1 de 700 à 650. Donc 50 places en moins. Afin d'assurer le maintien du taux d'encadrement. En gros, c'est quoi ce taux d'encadrement? C'est simple, hein, c'est comme dans le secondaire, j'ai envie de dire, hein, coucou Gabriel Attal, c'est tout simplement le fait qu'il y ait une personne qui s'occupe de l'encadrement des quelques personnes, tout simplement, qui sont avec eux. Voilà. Donc, si vous avez un enseignant-chercheur pour 10 étudiants, c'est bien. Si vous en avez pour 300, c'est bien. Si vous en avez pour 700, c'est mal. Parce que je vous dis pas les corrections. Enfin, il le fera sans doute faire par quelqu'un bullshit vacataire qui n'aura pas compris, qui n'a pas pris en compte dans son contrat la correction des copies des autres enseignants-chercheurs, mais bon, ça c'est autre chose. Et si vous avez compris ce que je dis, vous savez pourquoi c'est indigne ce que je viens de dire, et en même temps très réaliste, malheureusement. Bon. Il faut dire que deux enseignants sont en délégation CNRS. Et une autre vient de donner naissance à des jumeaux. Donc les anciens chercheurs qui bénéficient d'une délégation CNRS, ils bénéficient d'une décharge d'enseignement temporaire pour se concentrer sur leurs activités de recherche, tout simplement. Voilà. Le vice-président craint que le rectorat ne retoque cette proposition, d'autant qu'en psychologie, l'université la plus proche a aussi réduit ses capacités d'accueil, faute de moyens disponibles,
et dans un contexte de déficit budgétaire. Tiens. Il faudra aussi organiser la commission d'examen des vœux, qui sera chargée du classement des dossiers. On sollicitera l'informaticien à cette occasion pour la prise en main de la plateforme Parcoursup, vous avez compris, dont certaines fonctionnalités ont changé depuis l'année dernière. Alors que les débats autour de Parcoursup dans l'espace public traitent souvent de la question des effets au niveau national à partir des données agrégées, centrées sur les étudiants, par exemple leur niveau de satisfaction, notre enquête repose au contraire sur un postulat simple. Pour vraiment comprendre l'impact sur les familles et les candidats des réformes de l'entrée dans l'enseignement supérieur, il faut non seulement revenir sur leurs objectifs, mais aussi sur leur mise en application sur les terrains, en prenant au sérieux les configurations universitaires plus locales qui contribuent à influencer la production du verdict scolaire et de la sélection. En gros, pour vous expliquer, il ne faut pas s'intéresser à la satisfaction des acteurs dans le cadre justement d'une démarche scientifique, parce que ça ne veut rien dire. Vous allez avoir des gens qui vont dire « Oh, Parcoursup, je suis très satisfait parce que j'ai eu justement ce que j'ai demandé. Ah, je ne suis pas satisfait parce que j'ai pas eu ce que j'ai demandé. » Et en plus de ça, on constate que majoritairement, les gens ne sont pas satisfaits. Preuve qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils avaient demandé. Mais, au-delà de ça, Parcoursup, c'est aussi une question substantielle, à savoir quels sont les objectifs de ces personnes, satisfaits ou pas satisfaits. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Comment ils vont le souhaiter? Ils vont le formuler dans le corpus de Parcoursup, donc lettre de motivation, CV, etc. Et comment ils vont en venir à, oui ou non, accepter cette décision. Donc, comment est la mise en application sur le terrain? Il s'agit de proposer une lecture de l'enseignement supérieur comme un espace où, pour reprendre le... Salut Kwakouben, j'espère que tu vas bien. Ou, pour reprendre la notion de Pierre Bourdieu, un champ. Un champ, c'est un espace, c'est un microcosme dans un macrocosme dans lequel les individus, de manière, comment dire, non pas géographique, mais géométrique, sont en lutte permanente entre eux. Voilà. Le champ scientifique, l'espace scientifique dans lequel vous êtes, mes chers amis, que vous soyez, qu'importe ce que vous faites dans votre vie, si vous êtes dans le champ scientifique, eh bien figurez-vous que vous allez vous vouloir le Nobel, vous allez vouloir publier un maximum de choses, parce que c'est comme ça qu'on devient un grand scientifique, c'est en publiant des travaux dans le peer review. Et puis, en fait, tout simplement, vous allez chercher de la reconnaissance. Il va y avoir des luttes paradigmatiques, donc de différentes théories, etc., qui vont se confronter. Et tout ça, ça donne lieu justement à des habitus. Voilà, si vous voulez, des actions, des individus, des manières de faire, de voir, de se mouvoir dans un espace situé qui, celui-ci, est relativement autonome de d'autres espaces, comme par exemple l'espace économique, etc., etc. Bref, la vie de labo, eh ben, c'est beaucoup de choses, mais pas que de la science. C'est aussi du social, beaucoup de social d'ailleurs. Et ça pèse énormément lourd sur votre recherche. C'est simple, couper les crédits à quelqu'un qui est en thèse pour qu'il fasse son travail, je peux vous assurer qu'il arrêtera de faire son travail en thèse. Ou s'il n'arrête pas, il sera très très ralenti. Donc voilà. Donc il s'agit de proposer une lecture de l'enseignement supérieur comme un espace où différents établissements occupent des positions plus ou moins désirables et bénéficient d'un certain public, selon leur lien à l'État, au groupe professionnel. Bah oui, parce que l'université de Bordeaux n'est pas l'université de Paris 13, Versailles, Saint-Quentin. Enfin, parce que vous n'avez pas les mêmes publics, tout simplement. Il y en a une, elle est située dans une espèce de grande ville bourgeoise. Désolé Bordeaux, hein, mais je vous rejoins bientôt. Mais je sais qu'on est bourgeois, voilà, à Bordeaux. Bourgeoise du sud, qui picole du vin comme n'importe qui, évidemment. Mais qui ne sont pas du tout experts du vin. Enlevez-vous ça de la tête. Ça, c'est une prénotion, dirait Émile Durkheim, tonton Émile. C'est un préjugé que vous avez. Mais par contre, vous avez l'autre université, Paris 13 ou Paris 8, qui, elles, sont dans des banlieues parisiennes qui sont plutôt connotées négativement, non pas par les chercheurs, quoique ça peut arriver, mais parfois par les enseignants, les étudiants et surtout les élus locaux eux-mêmes qui disent oui, notre université, oui, elle est plutôt moyenne dans le classement. Et je vous parle même pas des ministères de l'enseignement supérieur. Alors là, ils sont persuadés que Paris 8, par exemple, c'est un repère de gauchistes. Bon, c'est vrai, mais en même temps, il y a d'autres choses derrière. Il y a surtout une des plus grandes universités de France qui pourtant est la moins dotée en termes de crédit et d'argent. C'est quand même con, hein.
Ah là là, j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche la France. Ah, on met pas d'argent, on met pas de pognon de dingue, mais les gens sont complètement trop bien en fait. Ouais. Ouais. Non mais c'est pas grave, hein. Vous imaginez le nombre de personnes mal dans ce genre de situation. Ces derniers affectent en un retour leur mode de recrutement et leur offre de formation. C'est ce qui permet de comprendre que les modes de plainte ou de contestation des individus soient le produit d'une trajectoire sociale et scolaire spécifique et un individu, mais aussi le fruit d'un contexte, institutionnel singulier. Les études quantitatives relatives à Parcoursup, donc statistiques, et à admission post-bac, soulignent également l'importance de l'échelon local pour comprendre les effets des réformes sur les usagers, principalement lorsqu'ils concernent les inégalités produites à l'égard des étudiants défavorisés ou issus de filières professionnelles du lycée. Ah, ça, c'est un article de Leïla Frouillou. Alors, j'adore Leïla Frouillou. Elle a fait une thèse incroyable, j'invite tout le monde à lire sur thèse.fr, elle est disponible, qui fait une trajectoire géographique des étudiants dans la capitale parisienne. C'est hyper intéressant. C'est vraiment une des plus belles thèses que j'ai pu lire. Voilà. Bon, j'en ai pas lu beaucoup dans ma vie, on va pas se mentir. Voilà. Mais c'est vraiment incroyable et c'est trop bien. Donc vraiment, je vous le conseille, quoi. Voilà. Donc, très bien. Ce phénomène s'amplifie d'ailleurs au fur et à mesure que les publics des différentes filières se polarisent, soit vers des établissements favorisés, qui souvent s'adressent à des publics de plus en plus favorisés, ou défavorisés. Voilà. Pour comprendre la manière dont ces réformes ont été mises en œuvre au sein des établissements, nous mobiliserons ici le terme d'ordre négocié, issu de la sociologie interactionniste. Donc là, attention, ça va être un peu compliqué dit comme ça, c'est de l'épistémologie, mais grosso modo, on décide plutôt de prendre une notion qui existe déjà, plutôt que d'en inventer, qui s'appelle ordre négocié, donc qui désigne les processus de négociation entre des acteurs ayant... Et non pas des acteurs, des comédiens, des acteurs, des gens, des personnes comme vous et moi. Voilà, dans le monde social. Oui, des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, on dit individu. Voilà. Des fois, on dit acteur. Et des fois, on dit agent. Alors là, on a pété notre casque. Et on sort la bouteille de champagne. Agent qui renvoie à état agenté. Enfin bref, tout ça. Quiproquo, Pierre Bourdieu. Que fais-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Donc, cette notion désigne les processus de négociation entre des acteurs ayant des définitions concurrentes des situations dans lesquelles ils sont engagés. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui. Pardon. Donc, grosso modo, vous avez des gens qui sont engagés dans des négociations et l'ordre négocié, c'est finalement ces acteurs qui finalement sont dans ces processus de négociation avec des définitions de concurrence. Voilà, ils savent que tel établissement est mieux que celui-là, donc ils vont négocier pour aller dans tel établissement. Et je parle comme Renault, tintintin. Voilà. Bref, vous avez compris l'idée en tout cas. Voilà. Attendez, j'écris juste un truc. Alors, pour comprendre la manière dont ces réformes ont été mises en œuvre au sein des établissements, nous mobiliserons ici le terme... Oh putain, mais je relis... franchement, j'en ai marre de moi. Je relis exactement la même ligne. Des fois, on me dit, oui, mais tu devrais faire comme Maudit, te balader avec un crayon, etc. Mais oui, mais... Voilà, c'est chiant. À un moment, j'ai besoin... de mes deux mains, quoi. Vous voyez? Compliqué. Le jeu de ces acteurs, par le biais stratégie de production ou d'agencement des règles et de catégories de perception du monde social, contribue à produire un ordre négocié ou un ordre social négocié à partir duquel tous les acteurs doivent travailler. En revenant auprès des universitaires et des personnels administratifs des établissements, nous présentons l'esprit à la lettre de ces réformes ainsi que la manière dont ils s'en sont emparés,
En effet, les enseignants-chercheurs détiennent dans l'enseignement supérieur une autorité légitime à formuler un verdict scolaire, au nom de leur savoir et de leur place centrale dans les relations d'apprentissage. En gros, vous n'allez pas remettre en question un enseignant-chercheur qui vous dit c'est là où il faut que vous y alliez, vous n'avez pas de carrière à faire dans l'enseignement supérieur, je le sais, j'ai lu votre CV de merde là, et votre lettre faite sur ChatGPT là. Hein, vous croyez que j'avais pas vu ça? Moi je suis enseignant-chercheur, monsieur. Hein. Moi j'en ai trimé pour passer déjà à PB. Alors en plus, si je dois traiter vos lettres de motivation de merde, j'arrive vraiment dans une situation incroyable. Dans ce cadre, leur manière d'appliquer des réformes au niveau des établissements du supérieur va avoir un impact déterminant sur l'usager, son sentiment de justice ou d'injustice, et ainsi créer les conditions sociales et politiques de la plainte. Voilà, donc ça c'est vecteur quand même d'un truc assez incroyable et original. C'est que oui, il y a des conséquences sociales, de la plainte qui viennent justement s'ajouter à ce jugement, à ce sentiment de justice ou d'injustice pour les individus. Et donc là, maintenant, on va voir la production d'un nouvel ordre négocié. Attendez. Alors, pour comprendre le contexte des plaintes adressées aux pratiques de sélection, il faut rappeler brièvement la nature paradoxale des réformes de l'accès dans l'enseignement supérieur, qui ne se réduit en rien à la mise en œuvre d'une sélection standardisée, mettant en place des concours bureaucratisés. Des concours bureaucratisés comme celles des grandes écoles, hein, et dans toutes les filières. Ces paradoxes au cœur du nouvel ordre académique associé aux 3 réformes étudiées ici sont les suivantes. Alors là, attention tout le monde, vous notez bien s'il vous plaît, vous prenez votre stylo, vous faites ce que vous voulez. Je mange pas de sociologue. Mais il va falloir être très direct. Donc, 3 réformes étudiées. La première réforme, roulement de tambour. J'ai pas de roulement de tambour parce que j'ai pas la boîte. Enfin bref. La première, donc, se joue au niveau des établissements du supérieur. Quoi? Quel hasard! On parle d'établissements du supérieur et ça se joue au niveau des établissements du supérieur. Franchement, je m'en serais pas douté. Depuis la loi relative aux libertés et aux responsabilités des universités, bon là vous devinez que c'est une loi de droite puisqu'il y a responsabilité dedans, hein, et il y a liberté. Vous vous souvenez, Macron, le plus important, c'est sans doute la liberté. Voilà. Bon, les établissements d'enseignement supérieur doivent être autonomes de l'État. Donc ça, c'est la fameuse LRU. Hein. Ils doivent être autonomes de l'État, à la fois sur le plan de leur gouvernance, notamment concernant la gestion des ressources humaines, ce qui est moins coûteux pour l'État, puisque finalement, c'est la localité, la région, mais aussi tout simplement les universités elles-mêmes qui vont se démerder pour trouver du pognon. Et sur le plan des gestions de leur patrimoine immobilier. Ah, mais c'est pour ça! Mais il faut faire des hôtels sur les universités pour payer les universités. Mais ça, c'est absolument pas con. Moi, je trouve même ça extrêmement pertinent. Ce changement suppose qu'ils puissent également choisir le public grâce aux plateformes qui correspondra à leur objectif de gouvernance. Comme le disent certains universitaires soutenant la loi ORE, orientation et réussite des étudiants. Bon là pareil, hein, le plus important, c'est sans doute la réussite. Bon bref, hein, l'autonomie suppose de bénéficier de la liberté de choisir ses étudiants. Pourtant, contrairement à ces objectifs d'autonomie, les réformes de l'accès à l'enseignement supérieur renforcent aussi le pouvoir de l'État et des services déconcentrés, les rectorats, sur les établissements et ne s'accompagnent pas d'une délégation de moyens budgétaires. Dans ce cadre, les recours à des plateformes standardisées pour l'accès en licence, Parcoursup, et en master, Mon Master, oui, ne cherchez pas l'originalité dans les noms, on parle de l'État français, les amis. Hein. Voilà. Et pas n'importe quel État français, la France du général de Gaulle. Donc
Donc, les plateformes standardisées accentuent l'opacité de la procédure. Le dossier de l'élève fait l'objet d'une gestion à plusieurs niveaux. Il est d'abord classé par les commissions d'examen des vœux au sein de chaque filière au siège des universitaires des disciplines concernées. Ensuite, il est pris en charge par l'algorithme national de la plateforme, chargé de créer un appareillement entre les candidats et les filières. Celui-ci classe à nouveau les candidatures en fonction des jugements émis par les établissements, mais également selon les critères spécifiques à chaque académie, afin d'assurer le quota des boursiers par filière notamment. Le second paradoxe se situe au niveau du rôle attribué aux usagers par les pouvoirs publics au moment de leur orientation. D'un côté, les plateformes standardisent le traitement des dossiers sur les plateformes, on les dépose au même moment, au même endroit. De l'autre, les candidats sont invités à émettre des choix personnels, c'est-à-dire indépendamment du contexte social et familial, et à construire un projet académique et professionnel individualisé, à la fois cohérent et authentique. Pourquoi je gueule comme ça? Cohérent, authentique, personnalisé. C'est un peu des mots vite. Hein. L'usager se place donc dans une situation d'injonction contradictoire entre construction individualisée d'un projet académique établi depuis le lycée et standardisation du traitement de son projet par la commission d'affectation. Parce que oui, quelque part, voilà, vous aurez beau être original, si vous présentez Baudelaire comme tout le monde présente Baudelaire, parce que c'est standard, du coup, vous aurez rien d'original. Voilà. Cette contradiction structure le nouveau paysage de l'accès à l'enseignement supérieur et contribue à produire un sentiment d'incompréhension souvent partagé, sans être de même nature entre les usagers et les universitaires chargés de leur mise en œuvre. Donc voilà, c'est fait. Parcoursup est là, mon master est là et le classement est standardisé avec des critères soi-disant qui ne sont pas standardisés. C'est assez pénible. Hein. Alors attention, moment mouchoir, parce que vous me savez, j'ai un rhume dont j'arrive pas à me débarrasser. Je pense vraiment que c'est parce que mon coloc fume, hein, très honnêtement. Ça m'énerve comme un foufou. Mais bon, on va faire avec. Donc, moment rhumatisme. Enfin, moment rhume. Voilà, tout simplement. Hein, donc, c'est parti, let's go. Et merci pour ce moment rhume, hein, voilà. Ce moment rhume vous était offert évidemment par Sciences Po Les Presses. Nous présentons Contesté Parcoursup, un ouvrage de Annabelle Alouche et de Delphine Espagno-Abadi que l'on salue. je mets la main au endroit où il y a le livre. Hein. Ça c'est tout moi. Voilà. Salut mon pote. Le contexte politique et institutionnel des réformes. La transformation récente de l'accès dans l'enseignement supérieur français est marquée par les réformes successives qui visent à accroître l'autonomie des universités à l'égard de l'État. Ce mouvement est incarné par la loi LRU. Parallèlement, l'influence conjuguée des processus d'européanisation et de mondialisation de l'enseignement supérieur, ainsi que l'émergence d'une rationalité gestionnaire au sein des services publics issus du New Public Management, aboutit à la mise en œuvre d'une gouvernance influencée par les techniques du secteur marchand. Alors, je vais vous expliquer. Le New Public Management, c'est le fait tout simplement, et là vous avez le travail incroyable d'Isabelle Bruno. Vous notez ce nom, j'en ai rien à battre, vous le notez dans le chat. Quelqu'un le note dans le chat, s'il vous plaît. Vous avez le travail d'Isabelle Bruno sur le New Public Management en sciences. D'après les commissions européennes, d'après l'européenne, le Conseil européen. Donc une orientation stratégique de la recherche française et internationale qui va statuer dans l'idée de faire un effort de recherche et développement vers les entreprises, tout simplement. Donc ça, c'est ce qui est décrit à travers le New Public Management. Finalement, ce que l'on appelle, c'est que les services publics soient gérés avec une managérialisation telle que le privé, en fait. Tout simplement. C'est ce qu'on retrouve dans les hôpitaux quand on se met à compter le nombre de lits avant de compter potentiellement le nombre de patients. C'est ce qui se passe quand on considère que ce qu'il faut d'abord, avant tout, avant de prescrire un médicament, c'est se poser la question de est-ce que ça coûte cher à la sécurité sociale ce médicament? Tout ça. Ça, c'est le New Public Management. D'abord le fric, après l'humain. Ah, c'est formidable.
est formidable. On vit dans une saucisse. Cette nouvelle gouvernance est fondée sur des logiques de mise en compétition des établissements et des universitaires pour l'obtention de moyens d'abord liés au financement de la recherche par le biais de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Oui, parce que autrefois, en fait, pour avoir un financement, il n'y avait pas besoin de remplir un dossier à une agence qui connaissait rien à votre secteur, qui allait faire passer ça devant des gens qui connaissent rien à votre secteur et qui sont juste des gestionnaires et qui vont dire « Ah oui, on lui accorde le crédit ou pas ». Voilà. Mais maintenant, ça passe comme ça. D'ailleurs, l'ANR est inspirée de l'European Research Council qui donnait des crédits, par exemple, à des gens pour faire de la face ethnography. Ouais, la face ethnographie. Vous savez ce que c'est que la face ethnographie? Non, parce que ça suffisait pas un ethnographe ou un ethnologue qui allait voir les individus, etc., comment ils se comportaient dans une tribu ou même dans un groupe social, etc. Non, 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 non. Il fallait leur mettre une combinaison avec des capteurs et fabriquer un faux café pour créer des interactions. La face ethnography. Ouh. Ouais. Eh ouais. Mais le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que la recherche en sciences sociales n'était pas qu'une simple expérimentation? Si, il l'a dit. Il l'a dit. Non, il l'a pas dit. Il a dit « Je voudrais bien plus de frites, s'il vous plaît ». Et je connais les citations de Gaulle par cœur. Hein. Bon. Ça, c'était en 68 qu'il a dit ça. À la cantine de la Broussinière. Vous voyez? J'en sais des choses. Hein. Donc, ce truc-là, il s'est mis en place pour le financement de la recherche, mais aussi, dans une moindre mesure, à l'enseignement et à la pédagogie. Isabelle Bruno, bon, je vous écris le nom quand même. Isabelle Bruno, parce que franchement, je suis hyper sympa. Hein. Je vois que vous suivez pas du tout. Franchement, je sais pas qui c'est qui m'a fichu un public pareil. Non, je plaisante, je vous adore. Je vous adore. Restez ici, s'il vous plaît. Non, je plaisante. En plus, je suis sûr, vous faites des choses hyper intéressantes, hyper importantes, comme un truc, là. Enfin, bref. Donc, ceci étant dit, toutefois, l'université n'est sans doute pas une organisation comme les autres, puisque les effets du New Public Management apparaissent plus tardivement que dans d'autres secteurs publics, comme celui de la santé publique, qui, lui, a été un des premiers visés. Ah bah, je peux vous dire, au moment où vous commencez à considérer qu'un malade, il est pas malade parce que vous n'avez pas de lit disponible, je peux vous assurer que ça se voit à un moment. C'est comme les gens qui meurent dans les couloirs des hôpitaux. Même à 24 ans. Ça commence à se voir. Est-ce que j'aime pas notre gouvernement? Oui. Est-ce que j'ai pas peur de le dire? Un peu. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie éphémère et intéressante du sujet. Donc, par ailleurs, ces réformes connaissent des aléas et des résistances fortes incarnées notamment par des mobilisations étudiantes importantes entre les années 80 et 2000 qui parviennent à freiner l'introduction des frais d'inscription généralisés. À partir des années 2010, le mouvement d'autonomisation des universités invite à une différenciation accrue de l'identité des établissements et de l'offre de formation sous la pression des classements de type Shanghai, mobilisés comme levier des réformes par les pouvoirs publics. Oui, vous savez, le fameux classement que tout le monde regarde. Tout le monde regarde le classement de Shanghai avant de choisir son établissement. C'est bien connu. D'ailleurs, franchement, j'en ai marre. J'ai pas fait ça depuis des années. On va regarder ensemble le classement de Shanghai. Allez, un petit peu. Soyons foufous. Soyons foufous. Alors. Classement de Shanghai. Alors. Donc là, évidemment, le fameux classement de Shanghai. Incroyable. Attendez, j'apparais. Je n'apparais pas. Si, j'apparais pas. Si, j'apparais. Voilà, le fameux classement de Shanghai. Donc là, intéressant. Nous avons, mesdames et messieurs, dans la course au classement de Shanghai, nous avons Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, MIT, Université de Cambridge, Université de California, Berkeley. Voilà. Bon, bref, américaine et anglaise, évidemment, hein, les plus néolibérales. Nous avons Paris-Saclay.
Voilà, la France. Cocorico. Bravo. 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 C'est incroyable, voilà, voilà, ça c'est ce qu'on veut, ça, 16e, allez. Voilà, donc voilà, vous avez le fleuron français, c'est ça. C'est ça, c'est Paris-Saclay. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc là, on a du Canada, University of Toronto, voilà, Toronto, Université de Toronto est là. L'Imperial College London, sans doute un collège privé, hein, évidemment. The University of Tokyo, qui est 24e. Hein. Voilà, allez, chez le Japon. C'est que l'Amérique, c'est un grand pays aussi, c'est vrai, c'est vrai. C'est vaste. Mais voilà. University College London. Voilà, University of California de San Francisco. Voilà, hein, quand même. Université de San Diego. Tu sais, ils y sont toutes. Hein. Voilà, ils y sont toutes. New York University n'est que 25e. Voilà, prenez ça. Voilà. Ah, il y a une université quand même chinoise hein, qui se trouve là, la Tsinghua University, qui est 26e évidemment. Le Washington University in Saint-Louis, voilà, California, Carolina, pardon, Northwest University, enfin voilà. Les premiers 30e, on est quand même, voilà, on est quand même pas mal. La Duke University, donc la Duck University, donc la Canard, l'université Canard, est 31e. On applaudit l'université Canard, s'il vous plaît. Non, non, c'est pas marrant, on applaudit. Voilà. L'université Canard. New York, on avait dit qu'ils étaient... attendez, parce qu'il y a New York University, mais c'est pas la seule université à New York. Hein. Yale est 11e. Hein. Moi, j'aurais dit qu'ils étaient premiers, mais bon, voilà. Apparemment, c'est Harvard. Pff, voilà. Oh, l'université de Cornell est 12e, quand même. J'ai une amie qui est allée faire une thèse là-bas. Donc, voilà. Donc, moi, si je fais à Paris-Saclay, je suis dans les 16e du classement Shanghai, voilà. Gros biceps, comme dirait un personnage de roleplay qui en joue. New York University est 25e. Et oui, c'est le parent pauvre de l'Amérique. Voilà. Après, vous avez voilà l'Université of Wisconsin, là, voilà. Melbourne, donc première université australienne, j'imagine, sur le classement. Voilà, National Rank première. Hein. Et nous avons... Paris-Saclay, voilà. Alors non, PSL c'est... Attendez. PSL c'est le truc qui a rassemblé la... c'est un truc qui rassemble à la fois la Sorbonne, mais pas seulement en fait. Ah non mais merci. Voilà. Excusez-moi, je retourne dans notre truc. Mais non mais on n'a plus les... Non, non. Voilà, là on a... Mince, mais non. Mais ça c'est quoi ça? Oh là là, mince. On a plus ce qu'on avait au début, attendez. On va remettre en arrière. Hop, hop, hop. Voilà, là on est bien. Là on est très très bien. Alors, j'aurais du lourd, du très très lourd. Donc voilà, donc voilà, PSL University, hein, qui est voilà, qui est deuxième de la France. Voilà, vive la France, mon de Dieu! Voilà. La Sorbonne University, voilà, l'université de Sorbonne, qui est 43e, 3e classement français, hein, voilà. Donc voilà, c'est bien classé, hein. Je suis sûr qu'elles ont des financements de ouf, ces universités. Bon, pour le coup, c'est pas tellement faux, parce que Sylvie Retailleau vient de Paris-Saclay, hein, pour anecdote. La ministre actuellement de l'enseignement supérieur est une ministre, voilà, qui voilà, 78e université Paris-Cité. Ça valait bien le coup d'être sur le classement de Shanghai. Hein. Bon, 4e française, mais bon, voilà. Voilà, vous avez l'université d'Aix-Marseille, qui est 101e, 150, enfin 100e, voilà, tout simplement, qui est entre les 5 et 7e en France. Voilà, on n'est pas trop sûr du classement de celle-ci. Voilà, et voilà, on a quand même l'université de Strasbourg, qui est entre les 5 et 7e, voilà, français. L'université de Grenoble-Alpes, voilà, vous avez quand même un classement, je trouve, qui vraiment n'est pas dérisoire du tout pour la France. Hein. Moi, je trouve qu'on s'y retrouve très très bien, hein, voilà. Donc, on va mettre France, voilà. Donc, 40e, alors, 16e, l'université
16e, l'université Paris-Saclay. 40e, PSL University. 43e, Sorbonne Université. 78e, Université Paris-Saclay. 100e, Aix-Marseille, comme on l'a dit. Vers les 100e, 120e, etc. Grenoble, Strasbourg, Montpellier, Claude Bernard, Paul Sabatier, l'University of Bordeaux. Alors eux, c'est une pépite. Franchement, j'attire votre vue. Ce n'est pas le logo de l'Université de Bordeaux. Voilà. Ils ont inventé un logo, mais c'est pas le logo. Voilà. Donc voilà, l'université... voilà, l'école normale supérieure. Parce que c'est évident, ça a un rapport. C'est toutes les mêmes, en fait. Toutes les mêmes. C'est comme tous pourris. Voilà. Mais voilà, l'université de Lorraine, l'école normale supérieure, l'Institut Polytechnique, l'université de Lille, l'université de Toulouse, l'université de Rennes 1. J'ai failli travailler à Rennes 1. Oh, la School of Advanced Studies in the Social Science. Donc là, on parle évidemment de l'école des hautes études en sciences sociales, l'école que j'ai fait. Voilà. Voilà, qui est quand même entre les 23 et 24e M française. Hein. Voilà, quand même, moi, je tiens à dire que ça fait plaisir. ça fait plaisir d'être sur le classement de Shanghai en sciences sociales. Attendez, il faut que je me bouche. J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui a enrhumé à Paris. Hein. Donc la Montpellier Business School. On est devant la Montpellier Business School. Qu'est-ce que vous voulez dire là hein? Est-ce que vous voulez pas reconnaître quelque part qu'on est fort? Voilà. On est très très fort, moi je trouve. À l'école des hautes études. L'université Paris-Est Créteil, qui est 25-27e. Ça, je comprends rien. Tu sais, ils ont même pas voulu les classer, quoi. C'est genre, ils ont les mêmes points. Mais en fait, ils ont pas de points, eux. C'est les nuls. C'est les nuls de la France. Voilà. Il y a même l'université of Savoie. Voilà, l'université de Savoie. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Voilà. Donc voilà. Donc les fleurons, les fleurons français, voilà. C'est incroyable, c'est incroyable. Bordeaux, la baguette, le vin, le fromage. Il y a l'université of Toulouse 1. Bah oui, parce qu'il y a Toulouse-Jean Jaurès, il y a enfin voilà, il y a les Mirailles, enfin ils sont pas tous rassemblés. Et en fait, toutes ces universités, si ça vous intéresse pas, figurez-vous que juste une chose à traiter, c'est qu'elles ont été obligées de fusionner entre elles. L'université de Paris-Cité, c'est plus de 23 campus, je crois. Sorbonne, pareil, ils ont fusionné des campus. Ainsi de suite. En fait, c'est des universités qui ont organisé des mariages, alors que tout l'effet des années 70, c'était de les diviser. Parce qu'avant, vous aviez les facultés, faculté de médecine, faculté de machin, etc. De chaque... Mais les facultés étaient rassemblées sous la même université, la même bannière. Et en fait, le rectorat gérait ces trucs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une division qui s'est orchestrée dans les villes avec l'université Paris 1, enfin, par exemple, Bordeaux 1, Bordeaux 2, Bordeaux 3, Bordeaux 4. Voilà, vous aviez vraiment des chiffres derrière les universités. Et ils ont fait un mariage de Bordeaux 1, 2 et 4 qui s'appelle University of Bordeaux. Bordeaux Université. Université de Bordeaux. Et vous avez Bordeaux-Montaigne qui existe, qui elle a voulu rester indépendant. Et on comprend pourquoi, parce que vraiment c'est la merde. Bon, même si ils ont des problèmes eux aussi en interne. Hein, je rappelle qu'ils ont une affaire actuelle d'agression sur leur campus de la part d'un professeur. Voilà. Donc gros soutien aux chercheuses qui ont, comme dirait mon père, porté le pet sur le sujet. Mais voilà. Donc voilà, je suis quand même déçu de voir quand même autant d'universités qui jouent le jeu de ce truc-là merdique. Voilà. Institut Polytechnique de Paris, par contre, qui est 301e et 408e. Allez, hop là. Polytechnique, ça dégage. Mais voilà, donc comme quoi le classement de Shanghai, c'est pas très objectif. Et à la base, c'est censé être là pour faire un label un peu qui
permet d'être sûr de quelles universités sont devant ou pas, etc. Ah mais attendez, c'était l'année 2022. 2022, attendez, je regarde juste si ça a avancé, si ça a changé un peu les résultats. Bon, pas 16e, Paris-Saclay 15e, PSL 41e, Sorbonne 46e, Université Paris-Cité 69e. Voilà, sinon non, ça n'a pas changé beaucoup. University of Bordeaux est 9e, 12e au classement national. Voilà. Ah, il y a l'université de Poitiers. Il y a l'université de Poitiers qui est rentrée dans le truc. Voilà, l'université de Poitiers qui est dans les millièmes. 26e, 27e française. Et qui a 10,3 points. 5 poinns. Voilà. Pour donner une idée, Paris-Saclay, c'est 34,1 points alumni. Donc, voilà. Donc, c'est... Voilà, ils sont notés par les personnes qui y sont allées. Et l'école des hautes études est 23e, 25e, alors que l'année d'avant, elle était... L'année d'avant, elle était 23e, 24e. Ah voilà, t'as perdu un classement. Chais. Et moi, ce que je me demande, c'est avant ces mariages, à la création du classement, combien il y a d'universités françaises qui sont inscrites au classement? Oh, oh, allez, je vous montre. Année 2003. Ça n'a plus rien à voir. L'université Marie Curie, université Paris 6. Comme je vous disais qu'université Paris Cité, c'était plusieurs universités qui avaient fusionné, soi-disant pour briller au classement de Shanghai. Voilà. Paris 11. L'école normale supérieure, qui était 3e, 4e nationale. L'université de Strasbourg, 3e, 4e. Le Collège de France, 5e, 8e. Vous voyez, vous avez des différences, mais incroyables. Et c'est tout ce que vous aviez. Vous voyez? Ensuite, vous mettez une année comme la loi d'autonomie des universités. En gros, c'est en 2013 qu'elle est vraiment mise en œuvre. Donc là, vous avez cette loi qui passe. On va voir ce que ça va changer. Eh ben rien. Rien du tout. Mais en fait, plus vous avez d'universités qui se mettent, plus le classement général descend pour les universités. Là, 2017, macroniste. Hein, voilà, les macronos, ça débarque. Voilà, pas de changement. Enfin, si, beaucoup d'ajouts, beaucoup d'ajouts. University of Poitiers. University of Poitiers, voilà. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Attendez, je prends juste un petit screen. Parce que ça me fait vraiment rire. Voilà. Attendez, je vais prendre actuellement. Voilà. Hop là. Représente Poitiers. Non mais c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, genre, je me dis, mais bordel, mais qui a fait ça Non, non, je suis de Bordeaux. Mais je connais quelqu'un qui est à Poitiers, c'est pour ça que j'aime bien en... Après, University of Bordeaux, c'est pas plus désirable, hein. Franchement, 9e, 12e national. Mais ça veut rien dire, ce classement. Ça veut rien dire. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est que ces classements ne veulent absolument rien dire sur la qualité d'enseignement. Parce qu'en fait, les évaluations qui sont faites sont vraiment basées sur des questions marketing, économique, etc. Genre, moi, je suis étonné, par exemple, de ne pas voir Paris-Dauphine, mais qui est la représentation même des études marketing, business school, etc. Mais voilà. Je suis de Poitiers, j'aime pas qu'on vanne ma ville. Ah, je suis désolé, Diaz. C'était pas le but. Comme ça, l'ENA. Ah, il n'y a pas l'ENA, non. Il n'y a pas l'ENA. Mais il n'y a pas la Sorbonne. Enfin, si, il y a la Sorbonne, mais il n'y a pas la... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas... Merde. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Faut m'aider. Faut m'aider là. Sciences Po. Sciences Po Paris n'est pas là. Mais pourquoi? Parce que c'est des études politiques. En fait, là, ces universités, elles sont évaluées sur quoi? Sur des critères qui reviennent justement autour de... Regardez sur quoi elles sont évaluées. Mathématiques, physique, chimie, sciences, géographie, écologie, océanographie, atmosphérique sciences, biomédicales, etc., etc.
Et là, Human Biological Science. Et vous voyez où les sciences humaines là? Vous voyez où les sciences humaines? Vous les voyez, les sciences humaines? C'est pas des vraies sciences pour le classement. Voilà. Donc vous avez pas. C'est vraiment. Et en fait, c'est là-dessus que moi j'essaye de vous alerter. C'est que ces universités ne notent pas les individus en fonction... Enfin, les universités en fonction de l'ensemble de leurs compétences et de rangs qu'ils pourraient avoir sur des sujets disciplinaires, mais uniquement sur des sciences dites dures. C'est une représentation toujours et encore de sciences dures. Voilà, de sciences naturelles, comme on dit. Mais voilà, et là on vous recommande voilà, l'école polytechnique, etc. Enfin, on vous recommande des trucs, mais voilà, avec une présentation, le global ranking, voilà. Et c'est pas ça le logo de l'université de Bordeaux. Attendez, je vais vous le montrer, le logo de l'université. Ça leur a coûté, moi je sais combien ça leur a coûté. Ça leur a coûté un truc comme faramineux, hein, comme 50 000 € leur logo. Parce qu'il a fallu faire des bannières, des trucs. Trucs comme ça. Hein. Voilà. Vous voulez vraiment voir le logo? Regardez, il ressemble à ça, le logo de l'université de Bordeaux. À ça. Vous voyez? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec leurs vieux trucs là. Ça c'est l'université où j'étais en sociologie. Voilà. Bon, des fois, ils ont testé des choses, hein, on le voit. Voilà. C'est quand même, par contre, c'est une très belle université, vraiment. Genre, vraiment, vraiment, j'invite toutes les personnes qui... Et ça, c'est l'université Bordeaux-Montaigne. Donc ça, c'est l'université qui a décidé de faire son truc dans leur coin. Occupation de l'université Bordeaux-Victoire. Immersion dans le QG de la lutte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était quand? 28 mars 2023. Ils ont encore occupé la fac et j'étais pas là? Mais non, c'est pas possible. Depuis le 21 mars 2023, un petit groupe de jeunes masqués monte la garde. Assis sur leurs chaises, lunettes et capuches cachant leur visage, ils filtrent les personnes qui rentrent avant la manifestation prévue l'après-midi. Voilà, barricade de chaises bloque la fenêtre. Voilà. Je pourrais vous en montrer, hein, comme ça, des photos. Hein. J'ai participé à ce genre de truc il y a longtemps. Alors par contre, on n'avait jamais bloqué la fenêtre comme ça. Là, ils sont complètement... Enfin, je fais mon réac. Les occupants et étudiants militants, travailleurs ou SDF ont fait du lieu QG de la lutte contre la répression de la réforme des retraites. Actu Bordeaux. Voilà. Bah, c'est un hall incroyablement beau, hein, en vrai. Pas de propos racistes, xénophobes, sexistes, transphobes, islamophobes, homophobes, antisémites. On a fait un groupe signal, ok. Non mais vous voyez, c'est le hall d'entrée de l'université de socio à Bordeaux et de psycho. Voilà. Salut! Donc c'est vraiment un endroit... Macron, this is fine. Antonin, il est encore à l'université? Mais Antonin, il siégeait avec moi en conseil. Ça date? On se réunit ici quotidiennement pour discuter des suites de la mobilisation, à la fois de la gestion de cette occupation, qui est une modalité d'action parmi d'autres, mais c'est surtout que on a voilà, une volonté de faire de ce lieu un lieu de coordination des luttes, une forme de QG comme on aime bien dire régulièrement. Et bon, aujourd'hui par exemple il y a voilà, des assemblées générales d'étudiants, d'enseignants du premier et du second degré qui se tiennent. Il y a d'autres travailleurs qui passent aussi
pour discuter, s'organiser. Il y a des assemblées générales communes à l'ensemble de ces personnes. Nous, c'est ce pourquoi en fait on a lancé aussi cette occupation. Ça permet de donner voilà, un lieu géographiquement important dans Bordeaux pour faire tout ça. Ah, le vent de Bordeaux. Vous entendez le vent de Bordeaux là? Alors, qu'est-ce que c'est Joatan Lutz, militant du point levé. Non, mais ça, c'est Ah, Révolution permanente. Ah là là là. Ils sont chiants parfois. Donc, la jeunesse se mobilise aujourd'hui, c'est pour contester une politique et un système tout entier qui nous promet un avenir, une société de misère, d'exploitation. Mais c'est marrant parce que c'est toujours les mêmes, en fait. Moi, je les connais, ces gars. On avait milité en 2018, quoi. C'est vous dire. Ah, le fameux... Voilà. Et là, vous voyez les tags, les machins, les trucs... Amphithéâtre, réus, spectacle, fiche intrus. Il y a une fiche intrus. Voilà, dans le au 20. Où est la fiche intrus? Faut trouver. Voilà, non mais voilà. C'est... Ça fait quand même... ouais. Les ramoneurs de menhir, toujours... Fac occupée, ouverte à toutes. Toutes. Non mais voilà. Mais ça fait bizarre hein, de revenir là-dessus. Journaliste Actu Bordeaux. Hop. C'est follow. Ça fait bizarre. Bon. On va peut-être revenir sur notre lecture. Parce que c'est pas qu'on s'attarde, mais presque. En même temps, vous êtes là, hein, genre, autant pas faire semblant. Hein. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on a fait un long, très long... Ah merde, courez de trucs. Très long divagation, très longue divagation dans la lecture, puisque nous avons parlé du classement de Shanghai, du New Public Management, etc. Donc, par ailleurs, ces réformes donc, connaissent des aléas et des résistantes fortes incarnées notamment dans des mobilisations étudiantes importantes entre les années 80 et 2000, qui parviennent à freiner l'introduction des frais d'inscription généralisés. À partir de 2010, donc le mouvement d'autonomisation des universités invite à une différenciation accrue des identités des établissements et de l'offre de formation sous la pression des classements de type Shanghai, mobilisés comme levier des réformes par les pouvoirs publics. Ces évolutions donc sont dans un premier temps peu perceptibles du grand public. C'est d'autant plus vrai que l'absence de sélection demeure jusqu'en 2018 globalement la norme, malgré des changements au sein de plusieurs établissements très visibles, augmentation des frais d'inscription à Sciences Po et à l'Université de Paris-Dauphine par exemple. Néanmoins, l'introduction de logiques de sélection et de mise en concurrence jugées comme le moyen les plus sûrs d'assurer une qualité de formation s'amplifie, ce qui affecte la place de l'entrée de l'enseignement supérieur au sein des gouvernances des universités. Le raisonnement est simple, la sélectivité scolaire en particulier, maintiendrait le nombre d'étudiants à un niveau raisonnable et donc les conditions de travail et le taux d'encadrement, ce qui jouerait comme un levier sur la réussite du diplôme. Voilà, donc ça, vous voyez, on a un changement de paradigme donc de pensée et de critères de pensée pour le gouvernement. L'idée n'est absolument pas de sélectionner dans les universités pour des raisons sociales, mais l'idée, c'est pour le mérite, pour le diplôme, pour l'excellence. Bon, vous sentez bien que c'est des conneries, hein, voilà. Je vous l'apprends, c'est du macronisme. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est dit. Voilà. Donc, néanmoins, l'introduction de logique de moyens, l'introduction de logique de sélection et de mise en concurrence jugée comme le moyen le plus sûr d'assurer une qualité de formation s'amplifie, ce qui affecte la place de l'entrée de l'enseignement supérieur au sein des gouvernances des universités. Le raisonnement est simple. La sélectivité, scolaire en particulier, maintiendrait le nombre d'étudiants à un niveau raisonnable, et donc les conditions de travail et le taux d'encadrement.
ce qui jouerait comme un levier sur la réussite au diplôme. La publicisation partielle des taux de réussite de diplôme et l'insertion professionnelle sur Parcoursup sera l'aboutissement du genre humain, de ce processus en 2018. Année marquée par le vote de la loi orientation et réussite des étudiants et de la mise en œuvre de la première version de la plateforme. Alors, oui. Alors, le vote a lieu en réalité vers... il me semble qu'il a lieu vers novembre. La loi, en tout cas, est proposée en novembre 2017, mais elle ne sera qu'adoptée en 2018. Ce qui fait qu'il y a eu un mouvement anti-Parcoursup énorme pendant le printemps 2018. Enfin, voilà. En parallèle, l'enseignement supérieur se trouve affecté par un mouvement de dématérialisation des services publics communs de très nombreuses administrations. L'entrée dans le supérieur, l'entrée dans le supérieur est d'autant plus concernée que la fin des années 2010 est marquée par l'arrivée d'un nombre de plus en plus important de bacheliers dès lors du boom démographique... Dès lors, du boom démographique des années 2000. Dans ce contexte, on mobilise l'algorithme de Gall-Shapley à partir de la mise en œuvre de la plateforme Admission Post-Bac en 2009, qui doit permettre la gestion d'une masse importante de données avec une précision plus grande et dans une temporalité plus restreinte. Il s'agit également d'assurer aux usagers une meilleure qualité d'information dans un univers caractérisé par un éparpillement des éléments relatifs aux filières et aux établissements. Bah oui, parce qu'on n'est pas forcément sûr de... selon les familles, qu'on soit une famille populaire ou riche, surtout populaire, on n'est pas forcément sûr de où va aller son enfant, dans quel établissement, qu'est-ce qu'il va trouver comme chose intéressante. Si APB ne concerne pas la totalité des filières du supérieur français, son invention marque durablement la ligne d'action des gouvernements successifs sur la question de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une part d'assurer une forme de rationalisation par la standardisation, d'autre part, on cherche à conforter les politiques d'individualisation des parcours de formation qui visent à encourager les constitutions par élève d'un parcours à la carte dès le lycée, mais également d'anticiper l'arrivée dans le supérieur afin de limiter les échecs en licence selon la doctrine du continuum bac +3, -3, +3. On retrouve ce paradigme dans l'individualisation des parcours et de la lutte contre l'échec dans les réformes de la filière de médecine. La réforme par la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé instaure les PASS ou encore les LAS en lieu et place de l'ancienne première année d'accès aux études de santé, le fameux PACES. En valorisant une certaine fluidité, c'est-à-dire des passerelles entre filières, l'objectif est de diversifier les parcours des futurs soignants, tout en contribuant à la fin des déserts médicaux dans de nombreux territoires par la formation d'un plus grand nombre de médecins et de personnel de soins. Donc c'est assez intéressant parce que quelque part, on boucle le numerus clausus ou on le laisse, mais avec plus d'éventail de largesse pour recruter des gens parce qu'il y a des déserts médicaux. On manque de médecins. Et je le rappelle, le PACES, c'est un concours. C'est-à-dire, ni plus ni moins, c'est une validation ou pas de votre droit à continuer à faire des études basées non pas sur votre réussite au concours, mais basées sur votre classement dans la réussite. Donc, comme tout concours, quelque part, classé, le but est d'éliminer des individus. Je sais pas comment le dire autrement. Bon, pas de manière létale, mais vous avez compris.
C'est dingue quand même à quel point ils sont médiocres et produisent aucun résultat et pourtant restent célébrés. Grave. Non mais totalement. Hein. Totalement félin. Les méthodes employées. Bon, alors je vous rassure, on va pas lire tout le livre aujourd'hui. Hein, enfin, tout le livre. Tout le chapitre, je pense qu'on le fera en 2 fois parce qu'il est quand même... Ah, il est pas si épais en vrai. Ouais, si, il nous reste quand même une 30aine de pages. On va pas pouvoir tout faire. Et là, déjà, on a bien lu. Hein. On a lu, en digressant, 10 pages. Franchement, on est bien. On est bien. La méthode employée. Ah, attendez, j'ai complètement oublié de remettre le livre en présentation. Pop, avec notre partenaire Sciences Po Les Presses, qui nous a envoyé l'ouvrage. Et qu'on remercie beaucoup. Ce contexte concurrentiel et la pression de plus en plus forte sur l'accès dans l'enseignement supérieur lié à la démographie étudiante, qui connaît un pic au tournant des années 2020, se traduisent par la mise en œuvre en quelques années d'une méthode d'action publique étatique extrêmement rapide et parfois impérieuse, qui recourt d'ailleurs souvent à la voie législative. Cette logique du cabaret bombing, du carpet bombing, pardon. Attendez, excusez-moi. Cette logique du carpet bombing, tapis de bombe, fondée sur la multiplication des réformes simultanées, à un rythme très rapide, contribue à changer en profondeur l'écosystème de la régulation de l'enseignement supérieur, et notamment concernant l'accès à l'université. La méthode d'application se distingue également d'un point de vue organisationnel, ces réformes valorisant une modalité d'action sur le modèle du projet. L'idée est de pouvoir travailler efficacement à la fois avec les services du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur sans encombrer de certaines lourdeurs bureaucratiques. Dans le cas de Parcoursup, un nouveau service est fondé, chapeauté par un chargé de mission, Jérôme Teillard. Ce service volant et à compétence nationale se compose d'un pôle fonctionnel à visée technique en charge de l'interface et d'un pôle d'informationnel susceptible d'interagir avec les usagers lorsqu'ils se trouvent sur la plateforme. Par exemple, par le biais d'un chat ou d'un numéro vert. Cette application est amplifiée par la loi ORE qui consacre le recteur d'académie en acteur de terrain proche des établissements dans la mise en œuvre de l'accès à l'université, alors qu'il était dans la loi Faure de 1968 centré sur les politiques scolaires de la maternelle au lycée et non sur le supérieur. L'article 612 alinéa 9 du Code de l'éducation reconnaît sa compétence dans la fixation des capacités d'accueil en plus de la gestion des étudiants n'ayant aucune proposition reçue. C'est la mission de la CAES qui doit réunir autour du recteur des responsables des politiques scolaires et des établissements du supérieur. L'attribution au recteur d'une compétence de coordination et de gestion des candidats sans affectation concernant l'entrée en master à partir de 2017 parachève ce processus. En gros, la loi Faure, une des lois les plus importantes de l'histoire de l'université, en 1968, donnait une forme d'autonomie à l'université tout en obligeant l'État à payer, financer celle-ci, pour le plus grand nombre. Et là, on vous fout un recteur qui devient non pas quelqu'un qui est chargé de la politique scolaire de l'établissement uniquement, mais qui est carrément chargé de gérer les refus, les offres de places, etc. de l'université. Donc là, le type n'est plus simplement une forme de type qui s'assure qu'il n'y ait pas de dérive autoritaire dans une université. Non, il est la dérive autoritaire. Parce que finalement, d'une certaine manière, il devient autorité là où il ne devait finalement être que le chargé d'être sûr que la mission de l'université était bien faite correctement. Dans les faits, le rôle de régulation du recteur sur les capacités d'accueil et les affectations est central. C'est lui qui est chargé de fixer le pourcentage de boursiers par filière et d'étudiants issus d'autres académies, ce qui achève de valider une politique d'ouverture sociale par les quotas
qui auraient été inimaginables 2 dizaines d'années auparavant. Oui, maintenant il y a des quotas, alors qu'avant c'était pas le cas. Rappelons que la moyenne nationale en 2018 et 2017 pour les boursiers était de 35% par université. Mais certaines universités, elles, accueillaient 47% de boursiers, comme à l'université Paris 8. Et maintenant, cette moyenne, eh ben, elle va chuter drastiquement d'une région à l'autre, selon le recteur, qui prend les décisions de manière arbitraire de qui sera ou non dans le quota pour entrer à la fac. Et ça, c'est terrible, parce que rappelons une chose, les quotas sont des facteurs d'exclusion. Si vous dites... L'objectif est 8% de boursiers dans une grande école. Une fois que vous avez atteint les 8%, plus personne ne rentre boursier. C'est ça que ça veut dire. N'oubliez jamais ça. Quand vous mettez un quota de femmes à l'ouverture de Sciences Po, alors vous considérez qu'il ne faut pas beaucoup de femmes à Sciences Po. C'est un truc que nous apprend Annabelle Alouche dans l'ouvrage Mérite, justement. Le recteur contribue ainsi à définir ou à valider la place de chaque établissement dans un espace de l'enseignement supérieur français traditionnellement segmenté, notamment entre filières courtes, universités et grandes écoles, ou alors que toutes n'accueillent pas les mêmes publics d'un point de vue scolaire ou social. En ce sens, le vote des réformes de l'enseignement supérieur est le fruit d'injonctions paradoxales, nées dans le contexte de l'autonomisation progressive du budget des universités, alors que ces dernières sont invitées à occuper une position de plus en plus distincte par rapport à un quasi-marché national et ou européen. La loi Orientation et réussite des étudiants, la réforme du master et de l'entrée aux études de médecine contribuent par le biais d'instruments numériques à rétatiser l'enseignement supérieur en standardisant les procédures d'entrée et en imposant aux établissements un pilotage par les indicateurs de performance et de gestion des flux. Ces injonctions contradictoires sont à l'origine des contestations et des contentieux qui vont naître dès après le vote de ces réformes. C'est assez terrible, hein, quand même, moi je trouve. Mais alors du coup, si le recteur s'occupe justement de coordonner d'une certaine manière les entrants, les quotas, les trucs comme ça. Pourtant, pourquoi est-ce que Parcoursup parle de responsabilisation des individus? L'affectation et la responsabilisation des usagers. Nous avons dit que la caractéristique principale des réformes étudiées relevait de la rapidité de leur application, mais aussi du nombre important de ces réformes en un temps record. Phénomène bien décrit par la notion de carpet bombing. En gros, eh ben, on lance une bombe directe, on fait tout rapidement, comme ça personne ne se pose de questions et surtout tout le monde obéit parce qu'il n'y a pas le temps. Cependant, la vitesse des réformes n'est pas seulement liée à la volonté de rupture portée dès son élection en 2017 par Emmanuel Macron et ses ministres Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal. Concernant ce qui est jugé comme le dogme de la non-sélection imposé par les syndicats étudiants depuis la loi Faure. En sociologie de l'éducation comme en sociologie de l'action publique, on considère les plateformes d'accès dans l'enseignement supérieur comme des instruments d'action publique. Pour Charlotte Alperne, Patrick Le Gallès et Pierre Lascoum, les politistes qui ont contribué à la diffusion dans ce champ de recherche en France, chaque instrument est un condensé de savoir sur le pouvoir et la manière de l'exercer. Ce qui signifie qu'il contribue à orienter les relations entre la politique et la société civile par des dispositifs mêlant des composantes techniques et des composantes symboliques. En gros, d'un côté vous avez des mesures, des calculs, des chiffres, et de l'autre, des représentations, des symboles. Quand vous avez quelqu'un qui est affecté quelque part, vous avez quelqu'un qui est désaffecté ailleurs, qui est considéré comme n'étant pas valable. Symboliquement, ça veut dire quoi? Je ne suis pas pris, c'est la 2e fois sur Parcoursup. Peut-être vais-je devoir arrêter d'essayer de candidater en sociologie. Car peut-être ne suis-je pas fait pour ça. Dans le cas de Parcoursup, l'instrument n'incarne pas seulement la consécration d'une administration numérique, aussi parfois appelée État-plateforme. Dans le champ de l'enseignement supérieur, il est aussi porteur d'un changement de doctrine, de la sélection ou l'orientation, c'est-à-dire l'accompagnement du projet de l'élève
qui justifie dans un second temps la sélection. Cela se transforme en une procédure d'affectation. Ces processus, déjà partiellement à l'œuvre sur APB, deviennent centrales à partir du moment où la hiérarchisation des préférences des vœux des candidats est supprimée. Les candidats déclarent désormais 10 vœux ou 20 sous-vœux, sans préciser lesquels ont leurs préférences. En théorie, pour les tenants de cette réforme, il s'agit ici d'abolir les stratégies d'orientation fondées sur l'autocensure. Par exemple, un élève fait un choix qu'il juge raisonnable en fonction de son projet professionnel et du budget familial, mais éloigné de ses goûts personnels. Bref, c'est soi-disant au nom de l'égalité qu'il n'y a pas d'orientation mise hiérarchiquement face à l'une ou l'autre. Mais en pratique, le gouvernement laisse aussi la voie libre à un appariement pur et parfait entre une offre et une demande de formation, en théorie nationale, et non plus sur un bassin privilégié souvent localisé, élargissant la compétition à l'ensemble du territoire. Bah oui, parce que si vous hiérarchisez aucun vœu, bah tout le monde peut être pris, et donc tout le monde peut être perdant. L'algorithme de Parcoursup est en effet un algorithme d'appel, c'est-à-dire qu'il définit l'ordre dans lequel les propositions d'admission vont être proposées simultanément aux candidats issus de toute la France. Toutes? Non, c'est faux. Selon votre niveau de diplôme, vous n'aurez pas la même réponse. Et vous n'aurez pas une réponse aussi quasi immédiate. Je le rappelle, c'est 12 jours pour quelqu'un qui a un bac techno, 14 pour quelqu'un qui a un bac pro, et 3 jours pour une première proposition quand vous avez un bac général. Donc déjà, cette argumentation est fausse. Cet ordre d'appel, qui se traduit par un classement des candidats le cas échéant par l'attribution d'une place dans une liste d'attente, est établi à partir d'un premier classement, celui des dossiers par des commissions d'affectation qui siègent dans chaque établissement et département des universités. Ce premier classement est établi sur la base d'attendus et de critères dont les combinaisons mathématiques est parfois appelée algorithme local, dans la mesure où il s'agit d'un classement automatisé. L'ordre d'appel est aussi composé d'un deuxième élément, le taux de boursiers accueillis par chaque filière et selon le nombre de candidats hors académie. Ben oui, parce que le quota, c'est le quota. Il faut respecter les quotas qui sont mis par les recteurs de chaque académie. Comme on l'a dit précédemment. Ce fonctionnement de l'algorithme à 2 étages par filière avec l'intervention du rectorat a 2 effets. Tout d'abord, il valide le traitement segmenté de la demande de formation, puisque chacune est invitée à produire et à appliquer des critères de sélection différents de l'établissement voisin. Cette diversité des critères entraîne naturellement des différenciations progressives du public, puis de l'offre. Même pour un diplôme similaire. Par ailleurs, ce fonctionnement brouille la fiction d'une égalité de traitement face à l'université, autrefois incarnée par le droit pour tous les titulaires du baccalauréat d'entrer dans le supérieur, est désormais limité un droit commun à tous de candidater. Bah oui, vous pouvez juste tous candidater, mais vous pouvez pas tous aller à l'université. Ce qui, avant, était pas le cas. Avant, dès lors que tu voulais aller à l'université, tu pouvais avec ton bac. Là, tu dois candidater. Tu n'es qu'un candidat parmi tant d'autres pour essayer d'aller dans un établissement. C'est ce changement. Dès lors, jugés tout ensemble au même moment, sur des fondements et des critères différents, les étudiants se trouvent in fine classés par ordre de préférence des établissements. C'est ce classement et ce changement qui contribuent au sentiment d'opacité des usagers. Bien qu'il soit en fait commun à tous les algorithmes, notamment dans les services publics, malgré la multiplication sur les 2 interfaces, de l'information sur les filières et de la visibilité d'indicateurs de performance qui doit désormais assurer à l'usager la possibilité de faire le bon choix. Donc en gros, maintenant, vous avez une interface de choix et en même temps, on vous dit attention, vous avez tant de chances de réussite. Bon, ils avaient mis ça aussi en place les 2 dernières années d'APB. Il s'agit aussi d'inciter les établissements à se transformer en termes d'objectifs de résultats et non seulement en fonction de moyens, selon une lecture typique du New Public Management. Cette stratégie de l'affectation repose sur une logique gestionnaire qui vise à mettre l'étudiant qu'il faut à la place où il faut et contribue à dessiner les contours d'un usager
dont le comportement en termes de projet d'orientation sur la plateforme sont fortement moralisés. Oh, tu n'as pas été pris à ton BTS, c'est parce que tu t'orientes très mal, Jean-Philippe. Laisse-moi t'orienter correctement. À ce titre, l'analyse de la pléthorique littérature sur l'accès aux formations disponibles sur le site de Parcoursup et du ministère de l'Enseignement supérieur souligne deux logiques principales. D'une part, le candidat idéal est un futur étudiant au comportement moralisé. On attend de lui qu'il soit motivé, mais surtout qu'il exprime sa motivation sous la forme d'un projet standard, académique et professionnel, incarné par la lettre à motivation et déposé sur la plateforme. D'autre part, ce candidat type correspond à un idéal scolaire, incarné par un parcours linéaire, bonnes notes, issu de filières générales et technologiques, choix de spécialité au lycée, forcément cohérent avec des orientations dans le supérieur. Toutefois, la dimension sociale de la rhétorique méritocratique n'est pas absente. Finalement, le candidat doit présenter un projet, mais un projet cohérent, qui doit démontrer à la fois son adhésion au travail d'orientation et sa lecture des informations disponibles sur la plateforme. Ce candidat, ayant investi de manière responsable son orientation, est aussi un usager idéal de la plateforme. Il est autonome. Il n'a pas recours à l'aide de ses proches, sauf ses enseignants. Il suit les règles et les temporalités indiquées. Et sincère dans ses vœux. Il ne connaît pas d'autocensure. Ses choix sont sincères et ne dépendent pas de logique autre que scolaire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour la lecture. Pourquoi ? Parce que j'ai la flemme. Non, je plaisante parce que ce soir je suis invité à sortir, donc je vais me préparer à sortir, voilà. Donc, est-ce que c'est bien connu, je suis en slip là ? Non, je plaisante, j'ai un pantalon. Je vous assure, j'ai un pantalon. Regardez, là, voici un morceau de mon genou. Donc bref, tu peux aussi dire que c'est fatigant ce type de lecture. C'est très fatigant. Mais c'est un plaisir après. C'est vrai, en live animé, c'est dur. Mais c'est toujours un plaisir et je remercie évidemment Sciences Po Les Presses de m'avoir offert cet ouvrage pour vous le présenter, contesté Parcoursup. On lira la suite la semaine prochaine, vendredi prochain. Je sais que ça fait long, mais soyez patients. Aujourd'hui, on a regardé le classement de Shanghai, on a parlé d'occupation de fac, on a quand même parlé de plein de choses intéressantes, moi je trouve. Voilà. C'est toujours un banger, grave. On s'imagine toujours, ouais, c'est Sciences Po, ça va être nul. Et en fait, non, c'est trop bien. C'est trop bien ce qu'ils publient. Il y a un vrai travail éditorial de qualité, mais comme chez nos partenaires futurs, tels La Découverte, ou comme La Fabrique Édition, Anamosa notamment. Mais effectivement, il y a vraiment un travail qualitatif. Moi, j'ai leur dictionnaire des mouvements sociaux. Je m'attendais vraiment à un dictionnaire tout pourri, et en fait, il est super. Voilà. Et désolé pour les auteurs du dictionnaire, hein, quand je dis je m'attendais à un dictionnaire tout pourri. Mais bon, vous avez compris l'idée. Junod aussi sont des bons. Ouais, mais j'ai pas encore d'ouvrages à eux que je veux. Mais parce que je préfère demander des ouvrages qui m'intéressent et que je vais présenter avec le cœur, vous voyez, avec l'ambition, avec toute la joie et l'espérance, quoi. C'est Science de note. Ok, je note. Mais ouais. Mais ouais. Enfin bon. Enfin bon. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi ce fantastique live, tout simplement, parce que vous êtes quand même nombreuses de plus en plus à suivre cette émission. Je rappelle que nous sommes 2203 followers sur cette chaîne. Donc déjà, je vous remercie énormément d'être aussi nombreuses ici. Je sais que c'est pas facile d'interagir avec quelqu'un qui fait de la lecture de sociologie sur Twitch, mais n'hésitez absolument pas dans le chat à parler. Les discussions, ça entraîne plein de choses intéressantes. Je sais que des fois, j'organise des lives improvisés chill et que ça marche. Après, je fais très peu de react, mais j'aime bien en faire aussi. Donc on pourra toujours faire ça. N'hésitez pas à soutenir cette chaîne si vous avez de quoi donner, si vous avez un petit sub pour Mediapart, si vous avez quelque chose, Monsieur Darmon, Monsieur Salamé, pour permettre à Mediapart
de continuer. Parce que nous n'avons pas d'amis à Mediapart. Pas de complaisance. Et nous n'avons pas d'amis. Et parfois, c'est dur. Donc voilà, n'hésitez absolument pas à faire un petit don. Un petit sub. Moi, ça m'aiderait énormément. Que ce soit un sub, que ce soit un don. Voilà, ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie énormément. Soutenez-moi sur les réseaux sociaux. Follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Je déménage le 25 mai, ce qui fait que la vidéo YouTube est très retardée. Donc, elle sortira sans doute cet été. Donc, navré. Les premières, bon, ça ira pour la rentrée, j'imagine. En tout cas, je vous remercie énormément tous et toutes de mon soutien, de votre soutien à cette chaîne. Sachez que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui, que je fais ce travail. Donc grâce à votre présence, grâce à tout simplement à vous, hein, donc plein de bisous. Je retourne sur Bordeaux, oui, je retourne vivre à Bordeaux le 25 mai. Voilà, vous êtes au courant, c'est le jour de mon déménagement. Je quitte Paris pour des raisons financières, pécuniaires et de vie tout simplement. Donc n'hésitez absolument pas à me soutenir de cette manière, ça paiera peut-être une partie du déménagement. Ça coûte quand même hyper cher d'organiser tout ça. Sachant que j'ai pas le permis, j'ai dû faire monter un ami à moi sur Paris pour justement organiser le déménagement. Donc ça va être très complexe. Voilà, je vous remercie énormément de votre soutien. Et puis je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, plein de petits Philippe Poutou. Voilà, je vais vous envoyer en raid parce que j'adore vous envoyer en raid, même si vous découvrez de nouvelles chaînes et du coup vous me détestez après parce que vous découvrez qu'il y a mieux. Mais c'est pas grave. Je fais cet effort, moi, parce que je le fais pour l'amour du métier, l'amour du travail bien fait. Voilà, évidemment, hein, vous le savez. Hein, je ne le fais pas du tout pour le fric, parce que des streamers m'envoient du fric. C'est entièrement faux. Je plaisante, je plaisante. Faudra qu'on se prenne un dernier verre sur Paris, d'ailleurs. Exactement. Mais si tu veux, ce soir, à Saint-Geneviève, à Place Monge. Voilà. Saint-Geneviève. Merde, je sais plus comment il s'appelle le bar. Mais un truc comme ça, si tu veux, à 19h30, 20h. Il y aura des sociologues. Donc viens, fais ton géographe conscient. Ce sera bien. Si tu veux. Comme ça, ils se diront, ah tiens, il a quand même quelqu'un qui modère, qui est en thèse, c'est sérieux. Mais voilà. Alors, chez qui je vais vous envoyer, moi ? Ils font toujours des frites en plus des boissons. Oui, oui, oui. Je m'en doutais que tu connaissais ce bar. Je vais vous envoyer chez qui? Eh ben, écoutez, moi, je crois que je vais vous envoyer... Attendez, je regarde un petit peu qui j'ai. Ah, il y a du monde qui stream aujourd'hui. Ah, c'est incroyable. C'est pour ça que vous venez pas me voir. Les gens streament. Pourquoi il marche vraiment mal le truc sur Twitch là. Les gens que je suis, il veut pas les mettre. Alors il y a du LOL, il y a Delphea, il y a Shellex, Barbara la gauchiste. En fait, le début du week-end avec la fin de Détroit Because Human, Moufette. Tell me why. Oh bah écoutez, je vais vous envoyer chez Messina. Il est bien, Messina. Il fait des trucs sympas. Non, pas Mademoiselle Sony. Attendez. Messina avec qui je fais du roleplay. Peut-être qu'on fera pas du roleplay ce soir, du coup, à cause de tout ça. Voilà, je vous envoie là-bas. Prenez soin de vous. Faites des trucs cool. Les sciences sociales vous embrassent. Voilà. Moi, je suis trop content à chaque fois de vous avoir ici. Donc voilà, n'hésitez pas... évidemment à liker, à partager cette émission, etc. Je remercie encore Sciences Po Les Presses qui nous permettent de présenter ce bel ouvrage qui est aux éditions Sciences Po Les Presses, contesté Parcoursup de Annabelle Alouche et Delphine Espagno-Abadi. Je me suis pas du tout entraîné à dire les noms, hein, c'est entièrement faux. En tout cas, je vous remercie énormément tous et toutes. C'était Joey Sociologue. Je vous fais des bisous. Ciao.